Je suis le seul en France à avoir fait condamner toutes les banques, et plusieurs fois, chacune. Toutes les banques? Toutes les banques, chacune. Il y a des personnes en France qui sont condamnées de manière injuste. Tous les jours. Un client avait mis sur Facebook, là où je travaille, c'est le royaume des enculés où les putains sont rois. Et je le regarde comme ça et je lui dis, je vous préviens, si vous avouez, je vous mets mon poing dans la figure. Il y a le président qui regarde mon client et qui lui fait un clin d'œil comme ça. Et qui lui dit, bon, entre nous, c'est vous. Et là, mon client, je sais pas pourquoi, il dit oui. Alors bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode du podcast Ambition. Et aujourd'hui, on reçoit Maître Bem. Déjà, bonjour à tous. On vous remercie d'avoir accepté l'invitation. Merci de votre invitation. Avec plaisir. Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter pour ceux qui nous regardent et qui ne vous auraient pas vu sur TikTok? Alors en effet, TikTok est le réseau qui m'a adopté. Je suis avocat d'abord, avocat depuis plus de 20 ans maintenant, avocat en contentieux. Je gère des contentieux, c'est-à-dire des problèmes, tant en matière pénale que commerciale ou civile. Beaucoup de personnes avec des difficultés, tant en matière immobilière, bancaire, de succession, de réputation. Les problèmes sont très divers et variés. Je n'ai pas de spécialité, j'ai toujours refusé la spécialisation parce que je considérais qu'un avocat devait défendre toutes les causes finalement. Et c'est pour ça que j'ai fait des longues études, j'ai fait 8 années d'études en tout. C'est relativement long par rapport à mes autres confrères. Et puis j'ai toujours eu le plaisir de partager mon savoir. Donc j'ai donné des cours d'abord, durant de nombreuses années, même à des étudiants qui préparaient le concours d'avocat ou des cours particuliers au début. Et puis j'ai eu un blog où j'ai rédigé près de 3000 articles juridiques. Donc ça correspond à des milliers de pages écrites finalement. C'était le début de la création de contenu. Et puis TikTok est apparu. TikTok est apparu parce que Internet a changé. Dès le Covid, finalement, on peut marquer le début au Covid. Le trafic Internet a sensiblement baissé. Le blog n'avait plus la visibilité qu'il avait eue durant les années 2000. Et c'était l'Eldorado, je dirais, Internet à ces années-là. Il suffisait d'avoir un blog et facilement, on était référencé naturellement dans le moteur de recherche de Google. Et lorsqu'une personne tapait un mot-clé, facilement, il tombait sur l'un de mes articles que j'avais rédigé. Ce qui me permettait d'avoir des clients relativement facilement, vous avez compris, en rédigeant un court article juridique, de manière pédagogique. Et puis TikTok est apparu parce que, comme une évidence, quelque part, je ne le savais pas au début. Je ne le savais pas. Quand on m'a dit qu'il fallait que je fasse des vidéos, déjà, j'avais pas compris TikTok, quel intérêt qu'un avocat aille faire des vidéos sur TikTok. C'est pas ma génération. J'avais beaucoup d'a priori sur TikTok, Musical.ly, des petites filles qui dansent dans leur salle de bain, sur des musiques. Je voyais pas ce qu'un avocat avait sa place sur ce type de réseau social. Néanmoins, je me suis lancé par nécessité, pour vous dire la vérité, parce que j'avais pris conscience que le trafic Internet avait sensiblement baissé. Et il fallait se démarquer aussi. Vous savez, quand on est plus de 70 000 avocats en France, quand on est plus de 27 000 avocats à Paris, comment on fait pour gagner sa vie? On a un diplôme, des diplômes, j'en ai même beaucoup. Je pourrais vous en parler plus si ça vous intéresse. Néanmoins, ces diplômes ne permettent pas en tant que tels de gagner sa vie. C'est ce qu'on fait du diplôme qui permet que le diplôme a une valeur et que l'on finit par gagner sa vie, qui était un de mes moteurs quand j'étais jeune. Mon but, c'était de gagner ma vie et de faire un métier que j'aimais bien sûr. Mais ça, je l'apprendrai bien plus tard, que le métier d'avocat était le métier qui me convenait. Voilà qui je suis. Super. C'est très complet. Et c'est vrai que moi, je connais des avocats. Alors, c'est peut-être un faible échantillon. J'ai l'impression qu'ils étaient très à juger ces plateformes, ces réseaux sociaux. C'est vrai. C'est vrai, encore aujourd'hui. Traditionnels en quelque sorte. C'est vrai. Voilà, les livres, etc. Et donc, est-ce que vous avez... déjà, on aura l'occasion peut-être d'en reparler. Vous avez eu des reproches, des critiques. Bien sûr. Mais dans un premier temps, qu'est-ce qui vous a... à quel moment vous avez sauté le pas et vous vous êtes dit, voilà, c'est le futur? Alors, j'ai finalement, de manière naturelle, eu un sens de la communication, sans le savoir.
C'est-à-dire que tout a commencé par la création de contenu, je vous l'ai dit, sur Internet au travers de mon blog, de différents sites. Au début, c'était le village de la justice ou d'autres sites spécialisés sur le droit où je publiais de manière exponentielle mes articles. J'ai compris parce qu'après, l'algorithme de Panda de Google faisait que Google choisissait un des résultats, un des articles et non pas tous les sites qui étaient additionnés. Il en choisissait qu'un et ça suffisait. Donc, je me suis concentré sur mon blog. Le blog suffisait sur la création de contenu, mais la méthode de communication du blog, elle était finalement magique, quelque part, pour moi, avocat. Parce que je n'avais pas le droit de faire de publicité. Au départ, il faut savoir que les avocats n'ont pas le droit de faire de publicité. Mais, cependant, la rédaction d'articles juridiques n'était pas considérée comme de la publicité, c'était de la communication de l'information juridique. À partir de là, j'étais totalement dans la légalité. Et moi, je faisais ce que j'aimais. Partager mon savoir, partager le droit, faire en sorte que tout le monde connaisse ses droits et éventuellement, s'ils ont besoin, qu'ils fassent appel à mes services. Et puis après, on est passé sur la mode vidéo. Vous connaissez la suite avec TikTok. Mais évidemment, dès le départ, mes confrères étaient très critiques sur ma méthode de communication. Donner le savoir, finalement, de manière gratuite, publique, au plus grand nombre, en tant que tel, c'est mal vu. Moi-même, quand je me rappelle au début, quand j'ai créé le blog, je me disais, mais que vont penser mes confrères, la profession? Est-ce que j'ai le droit? Que vont penser même les clients d'avoir un blog, de communiquer comme ça? C'était au tout début, dans les années 2000. Et finalement, ça s'est avéré une recette efficace. TikTok, de la même manière. Aujourd'hui, TikTok n'est plus ce qu'il était à ses débuts. C'est plus un réseau social simplement de danse, c'est un réseau social de partage de la connaissance. Il y a certes encore ces jeunes qui s'amusent à faire des chorégraphies sur des musiques en vidéo. Néanmoins, aujourd'hui, TikTok, même le président de la République, a un compte sur ce réseau, sur lequel il communique. Il y a même des ministres qui ont un compte sur TikTok. Et aujourd'hui, il y a plusieurs avocats qui ont des comptes. Quand j'ai commencé, il n'y avait que quelques avocats, on pouvait les compter sur les doigts d'une main. Il faut, je dirais, innover, savoir se démarquer, ne pas avoir peur des préjugés de ses confrères quand on est dans une profession, il faut le dire, assez poussiéreuse. Les avocats est une profession avec une déontologie très forte, des règles, 27 principes à respecter qui nous valent des sanctions disciplinaires si on ne les respecte pas, avec un ordre qui est bien sûr bienveillant, mais surtout veillant sur ce que l'on fait, sur ce que l'on dit, comment on le fait, comment on le dit, même sur les réseaux sociaux aujourd'hui, et qui peuvent vous interpeller ou vous sanctionner le cas échéant. Donc il faut faire extrêmement attention. Dans mon cas, évidemment, j'ai pris le parti de ne faire que des vidéos sérieuses, car il est trop facile. Certains avocats font des vidéos un peu dans leur intimité, dans leur voiture, en se filmant. Je dirais, ça porte atteinte à l'image de la profession, ce type de la vidéo. Donc, il est intéressant que les ordres fassent le tri entre le bon gré et l'ivraie, néanmoins, entre les bons avocats qui communiquent correctement et ceux qui ne le font pas. Donc, malheureusement, je trouve d'ailleurs que les ordres des avocats ne font pas suffisamment de procédures, car il y a beaucoup de braconniers du net, c'est-à-dire aujourd'hui sur les réseaux sociaux des personnes qui font de la consultation juridique ou des actes pseudo-juridiques sans avoir la capacité pour le faire, ni l'assurance, la garantie en cas de sinistre, le cas échéant si on met en jeu sa responsabilité, ni les compétences. On est comme à l'ère du web au début. Il y avait les braconniers du web avec les sites internet qui n'avaient pas la qualité ni la capacité de pouvoir faire des consultations juridiques et qui pourtant le faisaient. Certains sites ont été sanctionnés. On verra comment sur les réseaux sociaux nos ordres se débarrassent de ce type de braconniers des réseaux. Si on vous dit que vous ressemblez plus à un avocat américain que français, vous le prenez comme une insulte ou un compliment? Alors, on me fait souvent cette analogie, finalement. C'est ma manière d'être, quelque part aussi un peu, je dirais pour certains exubérante, ma manière de parler avec les mains, de tout dire, même d'être dur dans ma manière de parler, d'être... de saisir les opportunités. Dans le ton, de saisir les opportunités, aussi dans la méthode de communication. Il y a une certaine méthode un peu libérale des choses, c'est vrai.
Mais aujourd'hui, la publicité est autorisée pour les avocats En France? en France, bien Ah, sûr. d'accord. Il y a bien sûr une réglementation qui nous a permis, ça date de 2017, il me semble, de quelques années déjà, qui a libéralisé la possibilité pour les avocats de faire de la publicité. J'ai d'ailleurs même fait une vidéo en pied de nez, en clin d'œil quelque part à mon ordre, en faisant sur un billboard, vous savez, c'est sur les routes, les autoroutes américaines, on a des panneaux publicitaires avec le numéro de téléphone. Si vous avez besoin, appelez cet avocat. Si vous avez un sinistre, si vous êtes victime, appelez cet avocat. On connaît tous ces panneaux américains comme ça sur les autoroutes. Et en référence à la série Better Call Saul, où je trouve que je ressemble aussi à cet avocat, un peu dans ma manière d'être, dans sa façon de parler, ses idées un peu farfelues, un peu loufoques, je me reconnais complètement en lui. Du moins, je me dis, ils se sont inspirés de moi. Quand j'ai vu cette série, je me suis dit, c'est pas possible. Et donc, du coup, j'ai fait une vidéo avec derrière un billboard avec ma photo et mon numéro de téléphone pour rappeler qu'il est possible pour les avocats, de manière totalement légale, de faire de la publicité. Mettre Bem Saul. Exactement, Better Call Bem. Non, pas Better Call Saul, Better Call Bem. C'est génial. Voilà. Et du coup, vous avez regardé cette série? J'ai dû la regarder parce que quand j'ai commencé sur TikTok, je ne suis pas du tout écran. Je suis pas du tout réseaux sociaux. Je suis pas du tout télévision. Je consomme pas du tout les écrans. Je les utilise pour m'informer sur l'actualité ou sur les sujets qui m'intéressent pour aller sur Internet. Mais sinon, je regarde très peu de vidéos, de séries, de films, de télévision. Néanmoins, lorsque j'ai commencé sur TikTok, notamment en live, je faisais des lives. Je fais des lives toutes les semaines où je réponds pendant 1 heure aux questions que la communauté me pose toutes les semaines. C'est le rendez-vous en live. Et du coup, les gens me disaient tout le temps Better Call Saul. Better Call Saul, Saul Goodman. On dirait Saul Goodman, Saul Goodman. Je me suis dit, mais c'est qui ce Saul Goodman? C'est qui? Et j'ai été bêtement sur Internet et j'ai découvert la série, bien sûr, Better Call Saul, mais surtout Breaking Bad. Oui. Parce qu'en fait, Better Call Saul est un spin-off de Breaking Bad que tout le monde connaît. Et donc, j'ai dû regarder les 2 séries, et Breaking Bad et Better Call Saul, vous imaginez. Mais j'ai adoré. Et vous auriez pu défendre Walter Oui. Oui, j'aurais pu le défendre. Excellent. Et vous avez regardé Suits? Malheureusement, non. Souvent, on me parle de Suits, de cette série américaine. Je sais juste que c'est un avocat qui a des clients prestigieux, je crois, à qui il doit certainement arriver des choses incroyables. Donc, je n'ai pas Suits, j'ai pas vu cette série. Mais comme je vous disais, mon quotidien en tant qu'avocat est une série, quelque part. On est aux premières loges du théâtre de la vie. Toute la journée, les gens viennent vous consulter. Donc c'est réaliste, en fait. C'est de la réalité, c'est la vraie vie, c'est des vrais gens qui ne peuvent pas dormir, qui ne peuvent pas vivre à cause de leurs problèmes. Alors certains dossiers peuvent être évidemment incroyables. Alors, le caractère incroyable du dossier peut être en raison de la dureté du drame dont on est témoin. Il y a des dossiers qui sont dramatiques et les drames peuvent être de différentes natures. Ça peut être bien sûr d'ordre physique, d'ordre psychologique ou d'ordre financier. On est témoin aussi de situations complètement acadabrantesques. On pourrait inventer un mot, tellement on est dans des situations qui sont au-delà de la réalité. C'est X-Files. Soit parce que c'est des juges qui jugent pas comme ils devraient juger, soit c'est parce que la police qui ne remplit pas ses missions comme elle devrait les accomplir. Tant c'est des clients qui vous cachent des informations qui sont déterminantes et qu'il aurait fallu que vous sachiez, mais qu'ils vous cachent bien évidemment. On dit que ton pire ennemi, c'est ton client. On comprend parfois, bien sûr, que en cachant certaines informations, notre client peut être notre pire ennemi. Et en audience, je pourrais vous en raconter. Vos clients, ils vous cachent des informations? Bien sûr, où ils peuvent dire des choses à l'audience qui sont complètement en contradiction avec ce qui était convenu, avec ce qui était prévu, Horrible, ça. avec la réponse presque qu'on avait répétée. Et là, on est seul. Et là, vous vous dites, mais C'est c'est un pas moment possible. de solitude extrême. Voilà. Et donc, les clients aussi peuvent. Donc, tout est dans la profession d'avocat. Je dirais, tout est incroyable. Tout est incroyable. Tout est surprise. Tout est éternel recommencement. C'est profond parce qu'on a le sentiment aussi d'être utile. C'est-à-dire, on n'a pas juste une mission en tant que salarié dans une société utile, certes,
Mais la mission, elle est différente quand on a la mission d'avocat. On endosse un rôle de défenseur, de dernier défenseur. Si l'avocat n'accomplit pas son travail correctement, s'il oublie, s'il n'est pas à fond dans le dossier, s'il n'est pas totalement présent, s'il lui échappe une idée, on passera à côté et le client sera condamné. Ça peut être des millions d'euros, des centaines de milliers, des dizaines de milliers, c'est toujours trop. Ça peut être de la prison, ça peut être une interdiction de voir des enfants. Ses enfants. Tant de choses, tant de drames. Je pourrais vous raconter tellement d'histoires. En 20 ans, vous imaginez le nombre de situations qu'il a fallu régler. Et vous imaginez bien qu'on n'a pas besoin d'ouvrir la télé pour se retrouver immergé dans le théâtre de la vie. Et vous avez un exemple, une anecdote d'une fois où vous avez convenu d'une stratégie avec un client et... Ah bah oui, j'ai pas une, c'est difficile, j'en ai tellement. Je me souviens d'une, en particulier. C'est simplement un client qui avait mis sur Facebook, là où je travaille, c'est le royaume des enculés où les putains sont rois. Ça vous fait rire. Mais c'était pas du tout rigolo parce qu'en fait, il travaillait dans une commune et le maire avait vu sur Facebook, son compte Facebook public, qui parlait de lui dans ces termes. Et il a été mis à pied, bien sûr, et il devait passer en conseil de discipline. À l'époque, évidemment, sans constat d'huissier qui permettait de prouver le fait que ce soit son compte et que ce soit lui qui ait bien posté les propos diffamatoires, eh bien, moi, je pouvais obtenir du conseil de discipline qu'il le relaxe, qu'il ne le sanctionne pas parce qu'il n'y avait pas la preuve irréfutable que c'était bien son compte et que c'était bien lui, sur un vice de procédure quelque part. Et j'avais convenu avec le client juste avant de rentrer dans la salle d'audience du conseil de discipline. Donc, je regarde le client comme ça, parce que le client fait 2,10 m de large. Et plus grand en hauteur encore. Et je le regarde comme ça et je lui dis, je vous préviens, si vous avouez, je vous mets mon poing dans la figure. On rentre dans la salle d'audience, le conseil de discipline est là, les représentants des fonctionnaires, les représentants de la direction des fonctionnaires et le président du conseil de discipline qui est un président du tribunal administratif. Je fais mon show, ça marche, je plaide correctement, je pense avoir convaincu le juge et le conseil de discipline et à la fin, il y a le président qui regarde mon client et qui lui fait un clin d'œil comme ça et qui lui dit, bon, entre nous, c'est vous qui avait publié sur Facebook, là où je travaille, c'est le royaume des enculés où les putains sont rois. Et là, mon client, je sais pas pourquoi, il dit oui. Ah, ça de la victoire. Donc vous comprenez comment un client peut être notre pire ennemi. Parce qu'à ce moment-là, tout ce que j'avais dit, finalement, tombait à l'eau. Par chance. Par chance. Parce que j'ai de la chance. Vous savez, dans tous les dossiers, il y a une part d'irrationalité. Certains diront que c'est la main de Dieu. D'autres diront que c'est la main du diable. La fatalité, le destin, la destinée, la fatalité. Peu importe la chance, peu importe le terme que vous emploierez en fonction de la foi que vous aurez ou pas. Mais en tout état de cause, vous aurez beau avoir le meilleur dossier, vous pourrez parfois le perdre sur un détail, sur quelque chose que vous n'aviez pas prévu initialement. Et parfois, de manière inverse, vous pourrez avoir un dossier sur lequel vous pensez qu'a priori vous allez le perdre et que vous vous retrouvez à gagner. Ce qui explique l'aléa judiciaire. La justice, évidemment, vaut mieux ne pas avoir affaire à elle. Parce qu'il y a cet aléa judiciaire qui fait que, indépendamment du dossier que vous aurez, vous pourrez le perdre ou le gagner. Et vous avez déjà eu un client qui a été condamné alors que vous savez, que vous êtes sûr qu'il est innocent ? Tous les jours. Tous les jours ? Tous les jours, il y a des personnes en France qui sont condamnées de manière injuste. Tous les jours.
Je vous parle d'un cas. C'est une personne qui a été interpellée dans la rue par la police. C'est un de vos clients. Peu importe. C'est un cas. J'étais à l'audience, j'étais témoin de ce cas. Il est interpellé et il est jugé. Il est noir. Il est jugé parce que la police l'a interpellé parce qu'il essayait de voler un rétroviseur d'une voiture dans la rue. Ou juste que quelques instants auparavant, un restaurant avait été vandalisé. La porte avait été cassée. Et deux individus ou un individu avait pénétré, avait volé la caisse, l'iPad dans le restaurant. Et ils ont fait le rapprochement entre cet individu et le voleur. Cependant, le propriétaire du restaurant avait donné la vidéo aux enquêteurs, à la police. Il était blanc. Le client n'était pas à l'audience. Il est arrivé qu'au moment du délibéré. Le juge sort, constate qu'il avait déjà un casier judiciaire qui était déjà connu, le condamne, le client arrive. Le client voit que le condamné est noir et que son voleur, il est blanc. Il était trop tard. Il avait été jugé, alors qu'il était innocent. Et selon vous, est-ce que la justice est raciste? On ne peut pas dire de ce cas que c'est un cas de racisme, non. Il était déjà connu, il y avait déjà des antécédents, tout laissait porter à croire que. Donc celui-là, on ne peut pas en faire une généralité. Est-ce que la justice est raciste? C'est une question philosophique. La justice est représentée par des personnes humaines. Les hommes sont portés, pour des raisons qui leur appartiennent, à pouvoir ne pas apprécier quelqu'un d'autre, non pas pour ce qu'il dit, non pas pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il est. C'est une universalité, compte tenu des drames que l'histoire nous témoigne, où des gens, encore aujourd'hui, sont tués non pas parce qu'ils font, mais parce qu'ils sont. À partir de là, vous comprendrez que les a priori de chacun, que chacun peut avoir sur l'autre, et qu'il soit juge, cela ne change rien. Il est humain, il peut avoir ses a priori. Et en fonction de ses a priori, de sa culture, de son histoire, de son expérience, juger avec un parti pris. Oui, bien sûr que cela peut arriver. Est-ce que vous avez une affaire préférée? J'ai pas d'affaires préférées, je les aime toutes. C'est difficile de demander à un avocat comme moi s'il a une affaire préférée. Parce que, sincèrement, je m'investis dans mes dossiers de la même manière, quelle que soit la nature du problème. Préféré, j'aurais des préférences pour diverses raisons. Il y a des dossiers qui sont techniques, qui sont exclusifs parce que les autres avocats ignorent ce type de règles juridiques qui fait que l'on gagne, qui fait la différence, qui fait que j'ai gagné, qui fait que j'ai fait jurisprudence. C'est celle-là dont je suis fier. Vous avez déjà 4 fait décembre 2013, tribunal de commerce de Versailles, j'ai fait condamner pour la première fois une banque pour disproportion des cautionnements. Et depuis plus de 10 ans, confirmé devant plein de juridictions de France et d'outre-mer, en cours d'appel, où il est facile de faire annuler des cautions de dirigeants, des dirigeants qui se portent caution de leur entreprise, parce que leur engagement en qualité de caution, c'est-à-dire de garant personnel des dettes de leur entreprise, est disproportionné à leur faculté au moment où ils se sont engagés. En faisant fixer le taux de disproportion à 33%, avec un jugement qui vous explique avec un tableau comment c'est disproportionné, qui fixe une équation, on a de manière mathématique et pédagogique les outils en tant qu'avocat d'aller plaider par la suite, de la même manière qu'on a gagné le 4 décembre 2013 à Versailles, devant toutes les juridictions. Les avocats n'ont eu de cesse de me demander la communication de cette décision que je n'ai jamais communiquée. C'est comme si vous alliez au McDo et vous demandez la recette de la sauce du Big Mac. Ils ne vont pas vous la donner au McDo, c'est exactement la même chose. Néanmoins, j'ai fait des articles sur mon blog à l'époque, bien sûr, et j'ai fait condamner, et je suis le seul en France, avocat, à avoir fait condamner toutes les banques, et plusieurs fois.
chacune. Toutes les banques? Toutes les banques, chacune. Les 7 grandes banques, Banque Populaire, Crédit Mutuel, CIC, BNP, Société Générale, Caisse d'Épargne. Et vous avez le droit de dire pourquoi? Justement, parce qu'ils font conclure à leurs clients des engagements qu'ils ne devraient pas faire conclure. Parce qu'ils ne sont pas adaptés à leurs facultés financières en tant que caution de dirigeants. Tous les dirigeants de société prennent des prêts tôt ou tard pour leur entreprise, quasiment. OK ? Donc, que ce soit pour l'acquisition des parts de l'entreprise s'ils achètent des parts, que ce soit pour l'acquisition du fonds de commerce s'ils achètent un fonds de commerce, que ce soit pour l'achat de matières premières si c'est des brasseurs ou des boulangers pour la farine, etc. Donc, on a toujours les fournisseurs qui proposent aussi, à côté des banques, de proposer des matières premières et en échange, la garantie du dirigeant à titre personnel qu'il se porte garant que si la société ne paye pas, c'est lui, à titre personnel, sur son patrimoine, qui payera. Et parfois, c'est le jeu des 7 familles. C'est-à-dire que on a toute la famille qui est garant. On a le père du dirigeant, on a la mère du dirigeant, la belle-mère, le beau-père, même parfois l'épouse ou la concubine du dirigeant. Je vous dis, parce qu'en fait, dans les petits villages, le banquier connaît toute la famille depuis des années. Donc, quand il faut prendre un crédit et qu'il faut prendre des garanties, le banquier fait un apéro chez lui ou chez l'un ou chez l'autre, peu importe. Il signe les papiers à la maison comme ça, en confiance, et puis toute la famille est garante. Pour une raison que j'ignore, mais ça arrive, ça m'est déjà arrivé. Donc, vous voyez que lorsqu'on ferme son entreprise et qu'on est caution, eh bien, c'est la banque qui vous tombe dessus. Et si vous avez un bien immobilier, c'est l'expulsion de votre logement. Donc, fermer une entreprise, c'est lourd de conséquences pour le dirigeant. Quand on sait que quasi tout le temps, il s'est engagé à titre personnel vis-à-vis d'un fournisseur de matières premières, ou d'un leasing pour des machines-outils ou pour des voitures, ou pour une banque qui fait un financement ou une ligne de trésorerie. Donc il était important. Mes parents étaient cautions. J'ai grandi adolescent avec les huissiers à la porte. Et je ne savais pas que ça avait créé chez moi l'envie de me venger. Je suis devenu avocat, et puis je suis comme vous. J'ai l'idée selon laquelle les banques sont toutes puissantes, alors que c'est faux. J'en suis la preuve vivante. C'est vrai que dans les années 2000, on montait, on descendait, jour et nuit. On gagnait très difficilement. Dans les juridictions des tribunaux de commerce, qu'on appelle des juridictions consulaires, contre des banques. Parce que ce ne sont pas des magistrats professionnels. Ça peut être des banquiers eux-mêmes qui composent la juridiction, qui font don de manière bénévole de leur temps pour rendre des décisions. C'est comme ça que fonctionne le tribunal de commerce. C'est du temps bénévole consacré par des dirigeants d'entreprise ou des cadres supérieurs qui font don de leur temps pour juger des affaires de nature commerciale. Et ces litiges bancaires pour les dirigeants de société sont devant le tribunal de commerce. Il était très difficile de gagner, jusqu'à une réforme de la jurisprudence de la Cour de cassation, je vous en fais grâce. Et voilà comment j'ai réussi à gagner. Il y a maintenant, en 2011, la première, et puis après, je n'ai plus jamais de cessé jusqu'à encore aujourd'hui. Voilà. C'est celle-là dont je suis le plus fier, parce que finalement, j'ai réglé mon compte avec moi-même. J'ai utilisé mon savoir, d'une part juridique, ma volonté d'en découdre. Les banques ne sont pas toutes puissantes. J'y arriverai un jour. C'était David contre Goliath. C'était le pot de terre contre le pot de fer. Mais à chaque affaire que je perdais, car j'en ai beaucoup perdu, et ça aussi c'est une leçon. Je dis aujourd'hui que je gagne parce que j'ai beaucoup perdu. C'est un métier où il faut savoir perdre, car, comme disait Mandela, dans la vie, moi je n'ai jamais perdu. Soit j'ai gagné, soit j'ai appris. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Quand j'ai perdu les premières années, car il était impossible de gagner quand j'ai commencé à devenir avocat dans les années 2000, la jurisprudence était défavorable et on perdait tout le temps. Mais je n'ai pas perdu espoir et j'ai surtout appris de mes erreurs, de mes échecs, des manières de pouvoir faire en sorte de gagner. Car ce n'est pas simplement dans l'application des textes que l'on gagne, mais dans la manière dont on les applique. Avec la stratégie, la ruse, le timing et l'analyse, qui fait que l'analyse d'un dossier, c'est l'expérience qui vous permet de la voir de manière générale, à 360 degrés. L'expérience, on croit qu'au début, quand on est jeune, on se voit en haut de l'affiche. Quand on est jeune, on croit que on sait tout, on croit qu'on va y arriver tout de suite. On veut brûler les étapes, quelque part. C'est pas l'arrivée qui compte, c'est la manière aussi d'y arriver, finalement, qui est, je dirais, le plus important.
Et dans l'échec, il y a du positif, de ce que vous en ferez, des leçons que vous en tirerez. Et je considère que pour être un bon avocat, de toutes les façons, on n'aura pas le choix que d'avoir perdu, parce que c'est un métier tellement difficile. On ne le dit pas assez. On croit aussi que quand on sort de la fac, j'ai fait 8 années de droit. Au bout de 8 années de droit, j'ai commencé à être avocat, collaborateur dans un cabinet. Je me suis rendu compte devant un ordinateur qu'il fallait que je fasse des actes juridiques, des actes judiciaires, des assignations, des plaintes, des requêtes, des mises en demeure, des commandements de payer, plein de choses. Et que j'étais finalement handicapé. Je savais rien faire. J'avais jamais fait tout ça. J'avais appris par cœur, presque, plein de règles de droit. Je connaissais plein de jurisprudence, je connaissais plein d'articles du code, des codes. Mais après les actes, la pratique, c'est encore autre chose. Et on comprend que c'est un métier d'expérience que quand on commence. Parce qu'on se rend compte que finalement, on recommence de zéro. La pratique, c'est un monde qui n'a rien à voir avec la théorie. Et là, on recommence de zéro à apprendre quelque part, à apprendre la pratique. On comprend comment on applique la théorie à la pratique. Et que là, le métier d'avocat commence et que ça risque d'être certainement long. Il faut quelques années pour être à l'aise avec les clients, à l'aise avec les confrères contre qui on est, à l'aise en audience avec les juges, en instruction avec un juge d'instruction ou un juge de la liberté et de la détention pour qu'un client ne soit pas enfermé, oser tout dire, quoi savoir dire. Donc il y a beaucoup de choses, il y a énormément de choses qui ne sont pas écrites dans les livres et que seule la pratique vous apprend. Vous avez dit que vous avez fait 8 ans d'études. Oui. Pour être avocat, c'est Oui. 8 ans minimum ou alors vous avez plus... Alors, à partir d'aujourd'hui, depuis le 1er janvier 2025, il faut 5 années d'études de droit pour passer l'examen d'entrée dans une école d'avocat. Okay. Il y a des écoles d'avocats dans tous les barreaux. Donc, en effet, dans toutes les universités, il y a un centre de formation où on peut passer l'examen, j'allais dire le concours, l'examen d'entrée à l'école d'avocat. Avant, il fallait 4 ans. À mon époque, qu'on appelait une maîtrise, aujourd'hui un M1. Maintenant, il faut un M2 à partir du 1er janvier 2025. Ils ont un peu rehaussé le niveau. Néanmoins, déjà à mon époque, souvent, les étudiants attendaient d'avoir au moins 5 ans, au moins d'avoir un M2, 5 années d'études de droit, pour passer l'examen d'entrée. Rares sont ceux qui aventuraient au bout de 4 années seulement d'études de droit de passer le concours, même si on a 3 possibilités. On se laissait la chance, car sur le marché du travail, 4 années d'études de droit, déjà à mon époque, il y a plus de 20 ans, cela ne valait pas rien, mais c'était difficile de trouver un job. Il fallait au moins un M2, au moins un M2. Dans mon cas, j'ai fait 4 années d'études de droit, ce qu'on appelle une maîtrise, et j'ai fait 3, on va dire pas spécialisation, mais 3 diplômes supplémentaires. 3 M2, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui, de criminologie, l'Institut de criminologie de Paris. Ensuite, de DESS, de droit et pratique des affaires internationales, où j'ai eu aussi la chance d'aller à la Sapienza à Rome, qui est l'équivalent de la Sorbonne. Et puis enfin, un DEA de droit comparé, qui m'a aussi permis de voyager à Boston, dans le Massachusetts, où, puisque c'était un DEA de droit comparé, j'ai pu aller voyager aux États-Unis pour faire mon mémoire. Du coup, vous voyez que c'est... Et après, j'ai fait l'école d'avocat, encore 1 année. Aujourd'hui, c'est 1 année et demie. Donc, vous voyez, tout ça fait des études relativement longues. C'est pratiquement autant qu'un médecin. Mais bon, moi, j'ai aimé les études. Vous voyez ce que je veux dire? Les études, ça a été... Déjà, pendant les études, moi, je gagnais ma vie. Je donnais des cours particuliers. Donc, je n'avais pas de réel intérêt à travailler tout de suite. Je gagnais bien ma vie en donnant des cours, quelque part. Et puis surtout, il fallait à l'époque avoir des dispenses pour ne pas passer les épreuves écrites. On pouvait, à mon époque, ce n'est plus le cas aujourd'hui, faire sauter des épreuves pour le concours d'entrée, l'examen d'entrée à l'école d'avocat. Il y avait des épreuves écrites et des épreuves orales. Et lorsqu'on faisait jouer les dispenses, on pouvait passer l'examen d'entrée, mais qu'avec le grand oral.
Et c'est ce qui m'est arrivé. J'ai bénéficié des dispenses qui me permettaient de passer l'examen d'entrée à l'école d'avocat qu'avec le grand oral. Donc c'était qui tout double finalement. Le grand oral, c'est un examen assez difficile. Un examen qui est passé devant un avocat, devant un magistrat et devant un professeur en même temps qui vous pose des questions sur les libertés fondamentales. Les libertés fondamentales, c'est un programme qui est un puits sans fond. Il n'y a pas de limite aux libertés fondamentales. Donc on peut tomber, et on tombe d'ailleurs tous, sur des sujets sur lesquels on ignore tout. On pourra avoir révisé des livres et des livres et des livres de libertés fondamentales. Il n'en demeure pas moins qu'à l'examen, on tombera quoi qu'il arrive sur des questions dont on ne connaîtra pas la réponse. Mais je dirais, c'est mon expérience, que ce n'est pas tant la réponse qui importe, mais la manière de répondre. Bon, j'ai une bonne note, donc... On se posait une question avec Charlie. Comment on fait pour défendre des personnes qui... par exemple, le procès de Klaus Barbie, tout le monde sait qu'il est coupable de crimes horribles. Comment on défend cette personne? Est-ce qu'on a de l'espoir d'arriver à faire quelque chose dans ces cas-là? C'est une excellente question. C'est vrai que c'est une question qui revient souvent à table lorsqu'on dit qu'on est avocat. Comment on fait pour défendre l'indéfendable? Chacun a sa limite. Chacun a ses limites. Soit la cause, c'est-à-dire que l'avocat adopte la cause. L'avocat du diable adopte la cause qu'il défend. Même s'il vous dira que non, que c'est parce que tout le monde a le droit à une défense, s'il fait le choix de le défendre, c'est que quelque part, il adopte parce qu'il explique, il justifie. Et du coup, l'avocat de Klaus Barbie, vous pensez qu'il Il adopte adopte. Encore aujourd'hui, on voit des avocats qui défendent des causes et qui les adoptent en réalité, ces causes. Et c'est pour ça qu'ils les défendent. Vous savez, quand on est avocat, on est là pour défendre. La seule chose que l'on attend d'un avocat, c'est qu'il défende son client. Corps et âme. Mais il y a âme. Lorsqu'on prête son âme au diable, c'est en toute lucidité. On sait ce que l'on fait. Le client l'a fait. On en a les preuves. C'est pas le type de client qui dit qu'il a rien fait. Moi, j'ai eu plein de clients que j'ai défendus qui avaient fait des choses horribles, mais que j'ai défendus parce qu'ils me disaient qu'ils avaient rien fait et que j'y croyais ou que j'y ai cru. Mais ce n'est pas l'avocat d'un tueur en série. Alors, l'avocat d'un tueur en série, il n'y a pas de cause, vous me direz. Et c'est vrai que dans ces cas-là, c'est différent. Parce que tout le monde a le droit à un avocat. Et on pourra expliquer par la personnalité, par la biographie, par la vie du tueur en série, pourquoi il en est arrivé à tuer en série. Mais c'est ce que plaidera l'avocat pour que ce tueur en série soit jugé comme un malade, comme quelqu'un d'inaccessible à la sanction, pour que, le cas échéant, il ne passe pas ses jours en prison, mais plutôt dans un hôpital psychiatrique, comme on le voit dans certains procès. Quand on joue sur la pathologie ou sur les expertises psychiatriques qui trop facilement vous trouvent une pathologie psychiatrique quand il n'y en a pas. Donc on peut jouer sur les curseurs quand on est avocat, vous voyez. On a la matrice, on joue avec la matrice. Je dirais pas que c'est facile de jouer avec, mais on la connaît, et donc on sait où on va. Et donc tuer quelqu'un qui a tué pour des opinions, on ne peut pas ne pas adopter aussi quelque part les idées qui ont causé ces crimes. Ah, c'est intéressant. Est-ce que vous pouvez raconter des anecdotes pour que le public, peut-être qu'on en a qui nous regardent, qui veulent devenir avocat ou qui juste sont très curieux, raconter quelques anecdotes pour montrer des affaires, comment ça se passe concrètement, ce que vous vivez tous les jours, en fait, votre quotidien. Des anecdotes. Il y a beaucoup d'anecdotes. En fait, quand on est de l'autre côté du décor,
on ne voit pas ce qui se cache derrière le rideau. Je pourrais vous raconter beaucoup de choses, mais pour vous raconter des anecdotes, certaines personnes vous appellent docteur. Vous appellent docteur et on se retrouve en face de gens qui vous appellent docteur. Quand ça vous arrive qu'une fois, bon, on se dit... Pourquoi ils vous appellent ? Je vais vous expliquer pourquoi. Et j'ai compris tardivement. Et finalement, c'est un rôle important du métier d'avocat, qui n'était pas du tout le mien au départ, mais que j'ai compris qu'il fallait que j'adopte. Quand on est avocat, on n'est pas simplement le défenseur d'un dossier, d'un client. Quand on a affaire à une personne, on a affaire à une personne, c'est-à-dire à des sentiments, à du retentissement psychologique, parfois même à des troubles. Les gens peuvent venir eux-mêmes avec leurs troubles psychologiques. Et souvent, dans la discussion avec son client, on arrive quelque part, en fonction des dossiers, bien sûr, pas tous les dossiers ne mènent à cela, mais il peut arriver que on rentre plus ou moins dans la sphère privée du client, dans la sphère personnelle, où il se confie, où il parle de lui. Il est là pour ça, pour s'épancher sur ses problèmes, pour se confier, pour les partager, pour vous les transmettre, même les problèmes. Et il y a la sphère intime. On parlera aussi souvent de la sphère intime. Les clients se révèlent pour un divorce, pour une succession. On parlera d'intime, d'inceste, de viol. Voilà, il peut y avoir des dossiers compliqués. Et donc, à ce moment-là, le client, quelque part, si on pousse un peu la discussion, il est facile pour l'avocat, ou il est facile pour le client, de manière spontanée lui-même, de faire comme s'il était chez le psy. Et quelque part, son fauteuil, à ce moment-là, s'allonge, se couche, et il devient un patient chez un psy. Il parle de lui, mais dans son intimité qui ne relève pas du tout de la relation de l'avocat. Et certaines personnes peuvent vous appeler docteur. Voilà. Alors c'est très curieux, c'est très surprenant, mais ça fait partie aussi, il faut le savoir, du rôle de psy. L'avocat doit être psy, au psy, un psy. C'est-à-dire qu'il est le confident. Un peu peut-être comme dans ces séries américaines où on voit souvent l'avocat qui est le confident, à qui on dit tout, à qui on partage tout, qu'on appelle pour un oui, pour un non. Et oui, j'ai des anecdotes incroyables de clients qui me demandent des choses incroyables. Il y a un client qui était richissime, et il s'était offert pour une soirée blanche. Il avait une soirée thématique soirée blanche. Il s'était offert une Bentley décapotable, qui valait plusieurs centaines de milliers d'euros. Et il séjournait à l'hôtel sur la Côte d'Azur, là où lui est livré, bien sûr, la Bentley pendant son séjour à l'hôtel. Donc la Bentley arrive à l'hôtel. Le problème, c'est qu'il vous appelle un samedi après-midi, qui me dit « Maître, j'ai un problème. La Bentley, tous les boutons se sont allumés. J'ai voulu sortir me promener, l'essayer. Tous les boutons se sont allumés. » C'est pas possible, ça. Et il vous engueule. Il me dit, faut que vous appeliez Bentley pour qu'ils arrivent. Il disait Bentley. Faut que vous appeliez Bentley pour qu'ils viennent les réparer. Alors, Bentley ont un service commercial extraordinaire. Ça devait être un client sûrement déjà enregistré chez eux. Ils envoient un hélicoptère d'Angleterre, parce que Bentley, c'est en Angleterre. D'Angleterre, ils vous envoient un technicien avec un commercial pour régler le problème sur la Côte d'Azur. Ni une idée. Le technicien arrive et il me disait, le client, attention, moi je l'avais pour ce soir, je l'ai acheté pour ce soir. Bentley arrive, me rappelle, c'est bon, on a réglé le problème. Par curiosité, je demande, Bentley, c'était quoi le problème? Il me dit, écoutez, votre client a pu appuyer sans faire exprès avec son genou sur le mode jour-nuit de la voiture qui fait que tous les boutons se sont allumés, mode nuit. Du coup, tout le monde, c'est normal. J'appelle le client. C'est bon, tout est réglé, la voiture vous attend sur le parking de l'hôtel. Merci. Et le client me pose la question de savoir, mais c'était quoi le problème? Je lui dis, écoutez, sans faire exprès, vous avez dû appuyer avec votre genou sur le mode jour-nuit bouton, sur la console, je sais pas, faites attention. C'est pour ça que tous les boutons se sont allumés.
Et là, le client, il se remet même pas en question. Il vous dérange, samedi, pas samedi, jour, nuit. Combien d'histoires j'aurais à vous raconter comme ça? C'est qu'une anecdote. Il se remet même pas en question. Et il me répond, « Ah, ils sont forts chez Bentley. » Le mec, il a déplacé un hélicoptère d'Angleterre, quoi. Juste parce qu'il a tapé avec son genou sur un bouton. C'est extraordinaire. Fait penser à ceux qui appellent l'électricien, mais ils n'ont pas branché la clim. Voilà, c'est des anecdotes. Aussi, il faut savoir, quand on est avocat, il faut être à la disposition. C'est aussi peut-être ça mon côté américain. Je vais jusqu'au bout de ma prestation. C'est-à-dire que tous les services que je suis susceptible de pouvoir rendre, alors ne me poussez pas à demander quel type de service, mais je vous dis quand même, tous les services que je suis susceptible de pouvoir rendre à un client, je le rends à un client. J'essaye de faire d'avoir une prestation intégrale. OK ? Et généralement, vous avez des clients plutôt riches ou pas forcément? Non. La palette des clients vont de personnes connues aux personnes totalement inconnues, de gens qui sont totalement désargentés, qui n'ont pas le sou, et qui, bon an mal an, essayent de vous payer, à qui, bien sûr, on fait le prix. Comme Robin des Bois, on prend aux riches pour donner aux pauvres. Et à des clients qui sont particulièrement riches, mais qui, pour autant, ne sont pas plus généreux que les autres. Vous avez d'autres anecdotes? C'est vraiment intéressant. J'en ai beaucoup des anecdotes. Je pourrais parler sans discontinu sur mes anecdotes. Est-ce que... Il y en a une que j'ai racontée, qui est une anecdote qui m'a semblé comme être acteur dans un film. Des moments de vie où vous vous dites, tu n'es pas devant la télé, parce que d'habitude, je suis au théâtre, aux premières loges. C'est-à-dire que j'assiste à une histoire qu'on me raconte, mais je ne joue pas dedans. À un moment donné, je peux jouer dans cette histoire, mais dans l'histoire qu'on me raconte, j'ai pas le sentiment d'être un acteur dedans. Tandis que dans certaines autres histoires, j'ai l'impression de vivre un film. Par exemple, je me suis retrouvé sur une plage à raconter pourquoi j'étais sur une plage alors que moi, je viens de Paris, à une personne qui écrivait un livre. C'était un écrivain. Et du coup, à ce moment-là, quand je lui raconte la raison du pourquoi, que c'était une femme qui s'était fait violer à côté, juste là, sur la plage, et que j'étais venu en repérage. Entre mes 2 jours de procès, en cour d'assises, je défendais une femme violée, et je suis allé sur la plage. Là où ça s'était passé. La plage de la Pointe du Bout. Cela ne s'invente pas. En Martinique. Et quand je raconte mon histoire, cette femme-là qui était là en train d'écrire son livre, elle me dit, mais c'est pas possible ce que vous me racontez là. Parce que les locaux, ils vont pas là. Vous me dites, parce que là, vous savez cet arbre? Eh ben, elle me dit, c'est un ensommier. Ah, ben, moi je connais pas cet arbre. C'est un arbre local. Eh bien, cet arbre, il dégage des fruits acides qui brûlent la peau. Les locaux, ils vont pas là. Les locaux, ils vont pas là. Mais pourtant, c'est là où il dit qu'il l'a violée. Et à ce moment-là, il y a comme un film qui est passé dans ma tête et je me suis rendu compte, en remontant tout le dossier, j'étais prêt pour le plaider, que ce gars-là, il connaît tellement bien la plage qu'il est capable de dire qu'il l'a fait sur une pierre qu'il décrit et sous un arbre précis. Et ce gars-là, finalement, pour moi, c'était un habitué. Il m'a fallu aller sur le terrain pour me mettre dans la peau du violeur et de la violée. Pour me rendre compte que c'était pas juste un accident de parcours une fois. Le viol, lui, pour moi,
il le pratiquait souvent. Car il était venu avec un masque, avec des couteaux et avec des gants. Et avec tous ces détails-là mis bout à bout. Quand on sait qu'il avait déjà violé sa cousine à 15 ans, on comprend qu'il ne fallait pas qu'il ait juste 6 ans. Car c'est ce que voulait l'avocat général, qui représente la société. Il voulait qu'il ait que 6 ans. En requérant 8 ans, il aurait que 6 ans. Quoi? Pour un gars qui viole souvent, que 6 ans. On comprend que on n'a pas qu'un rôle dans le dossier, là, à ce moment-là. On a un rôle pour toutes les femmes qu'il est susceptible de rencontrer, car il ne va pas s'arrêter. On m'a contacté encore il y a quelques jours pour me demander s'il pouvait sortir. Il a fait une demande de mise en liberté anticipée. Alors on me demande à moi, qu'est-ce que j'en pense? Vous imaginez ce que j'ai répondu. Mais vous comprenez que si je n'avais pas plaidé, le scénario selon lequel, pour moi, ce violeur, c'était un habitué, c'était un prédateur, eh bien, c'est pas juste cette femme qu'aurait été victime. C'est toutes les autres, pendant le temps où il aurait été en liberté. Donc, on se sent investi véritablement, quelque part, en tant qu'avocat, et on comprend que c'est pas juste un métier, un travail comme un autre, à la chaîne, où on est investi d'une mission. Parfois, j'ai le sentiment, même, alors, sans que ce soit, entendez-moi bien, de l'auto-congratulation, mais être investi d'une mission, en me disant que si c'est pas moi qui interviens, si c'est pas moi qui m'en occupe, si c'est pas moi qui le fais, alors il y en aura peut-être plein d'autres. Mais en tout cas, à ce moment-là, que je peux faire changer le cours des choses. Dans un sens, comme dans un autre. Et c'est là où on comprend que l'avocat est le dernier rempart contre l'injustice, qui, si vous étiez là il y a quelques instants, vous vous souvenez, se passe à chaque instant. Et du coup, ce monsieur, il a pris combien d'années? 12 ans, le double. C'est déjà ça. Seulement. Mais je ne suis que l'avocat de la victime. C'est le rôle du procureur, normalement, à ce moment-là. Et je me fais finalement... Je sors de mon rôle. L'avocat qui demande une condamnation, ce n'est pas son rôle. C'est l'avocat général, le procureur de la République, qui représente le ministère public, qui représente les intérêts de la société, de la collectivité, qui requiert les peines pénales. L'emprisonnement, l'amende, le sursis et toutes les sanctions accessoires. L'interdiction d'entrer en contact, d'entrer dans un lieu, de pénétrer dans un département, etc., etc. Vous êtes déjà devenu ami avec un client? En tout cas, quelque chose qui semblerait une relation amicale? Alors, évidemment, on noue des relations avec ses clients. Mais la relation est toujours très professionnelle. Ce sont des sentiments, mais qui sont limités quelque part. C'est pas de l'amitié. On va pas appeler un client à l'aide en cas de besoin, par exemple. C'est plutôt le contraire. On va pas appeler un client pour lui dire qu'on divorce ou que nos parents est décédé. Bon, on peut le dire, incidemment, mais on va pas l'appeler tout de suite. C'est pas une relation amicale, c'est pas une relation d'amitié. La relation d'amitié,
elle peut arriver. En tout cas, moi, j'ai jamais eu la chance, je dirais, d'avoir un client qui devienne un ami intime. On a très peu d'amis intimes. Un ami, c'est celui à qui on se confie. On en a très peu. Très, très peu. Et les clients ne sont pas là non plus pour lier amitié. Hein, on met chacun, tant le client que l'avocat, des limites à la relation. Donc, construire une amitié, je dirais, c'est un peu compliqué. Il y a des limites. En tout cas, moi, je mets des limites. Je prends mal quand c'est pas urgent d'être appelé le soir ou le week-end. Des clients peuvent vous harceler. J'ai même des clients érotomanes, des clientes érotomanes. L'érotomanie, c'est la projection de ses sentiments sur une personne en croyant qu'elle a les mêmes sentiments pour vous, au travers de ce que vous faites ou de ce que vous dites ou de ce que vous faites pas ou de ce que vous dites pas. C'est une maladie mentale. Le problème de l'érotomanie, c'est que cette personne peut passer à l'acte si vous ne dites pas ou si vous ne faites pas quelque chose pour vous agresser ou vous tuer. C'est déjà arrivé. Qu'une cliente tue son avocat. Non, mais qu'il y a des clients qui veulent tuer quelqu'un par érotomanie. J'ai été attouché. Elle a voulu m'embrasser. Mais il n'y avait pas de sujet. C'était juste dans sa tête, elle croyait. Donc vous voyez que c'est pas un métier sans risque non plus. Et on a des clients aussi, il faut le dire. On a affaire à des gens, encore une fois, qui ont des problèmes certes, mais qui peuvent avoir aussi des problèmes d'un autre ordre. D'ordre psychologique ou d'ordre psychiatrique. Alors je m'occupe de faire sortir aussi des gens d'hôpital psychiatrique. Internés sous contrainte, sans leur consentement, parce qu'ils constituent un trouble pour l'ordre public ou un risque d'atteinte à l'ordre public ou aux autres ou pour eux-mêmes. Donc avec l'avis d'un médecin, certaines personnes se sont retrouvées enfermées pour de mauvaises raisons, qui ont fait que je les fais sortir de l'internement, parce qu'ils sont internés pour de mauvaises raisons. Mais il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas internées et qui mériteraient de l'être. Je vais ne pas faire interner mes clients. Vous comprenez bien la difficulté. Mais néanmoins, j'ai des cas extrêmes parfois. Mais ils ne sont pas violents. Je pense qu'ils ne passeront pas à l'acte. Donc ils ont juste des troubles, de sérieux troubles même. Beaucoup de personnes ont des troubles. On apprend aussi à cerner les gens. Avec l'expérience, lorsqu'une personne vient nous voir, de la manière dont elle parle, de la manière dont elle s'exprime, des mots qu'elle choisit, de son comportement, de ce qu'elle ne dit pas non plus, de ce qu'elle cache et qu'on relève, on apprend un peu à cerner les gens, à lire. Alors on peut se tromper, mais on développe une certaine capacité à lire dans les autres, à savoir démêler le vrai du faux. On a affaire à des escrocs. Hein. Oui. Moi, je défends beaucoup d'escrocs. Je défends des personnes victimes d'escrocs. Mais il y a beaucoup d'escrocs que je défends aussi. Je choisis mes clients, mais les escrocs, je les défends aussi. Pourquoi pas ? Il n'y a pas de sang. Jusque-là, il n'y a pas de difficulté pour moi. Ils escroquent du coup de l'argent ? De l'argent, ils volent de l'argent. Il y a des gens qui volent de l'argent. Tous les jours aussi, ça arrive. Des escrocs. Vous avez un exemple pour que ce soit concret ? Alors, je peux pas vous raconter des escrocs que j'ai défendus, bien évidemment, en vous donnant des noms d'escrocs. Bien sûr. Mais oui. Il y a des gens très célèbres qui ont escroqué des gens très célèbres aussi, que j'ai défendus, en disant qu'ils n'avaient escroqué personne. Notamment l'anecdote incroyable. C'est un escroc. C'est un escroc qui est en prison et il reçoit des journalistes. Des journalistes vont le voir en tant qu'escroc. Pour faire un sujet sur lui en tant qu'escroc. Pour lui acheter les droits, faire un sujet sur lui. C'est sympa comme idée. C'est un escroc important quand même. À tel point que des journalistes s'y intéressent et veulent faire un sujet, un film, je crois même. C'était un film à l'époque. Oui. Un sujet sur lui. Eh bien, cet escroc
a réussi à soutirer des centaines de milliers d'euros aux journalistes en leur disant qu'il leur fallait de l'argent. Il lui fallait de l'argent. Il avait besoin d'argent. Il a réussi à vendre quelque chose aux journalistes, qu'il avait un besoin, quelque chose, je sais pas quoi, avec une reconnaissance de dette. C'est-à-dire que c'était pas les droits d'auteur, rien du tout. C'était juste de l'argent qui était prêté avec une reconnaissance de dette qui était signée par l'escroc, qui reconnaissait qu'il avait bien pris de l'argent aux journalistes et qu'il les rembourserait. Il y a eu plusieurs reconnaissances de dettes successives parce qu'il remboursait jamais. Et à un moment donné, il s'est retrouvé à signer. Et je devais plaider pour l'escroc qui s'était fait escroquer en prison par des journalistes qui allaient le voir, mais qui lui ont donné en réalité aucun euro. Alors que c'était pas vrai. C'était pas vrai. C'était juste un escroc. Mais vous voyez qu'on est parfois poussé à défendre l'indéfendable. Voilà. Et c'est possible. On perd, hein, mais c'est possible. Il y a déjà une fois où c'est passé? Ah oui. Ah oui. Bah oui. Heureusement d'ailleurs. Heureusement d'ailleurs. On gagne, on perd. Hein. Il faut. On relève souvent que les victoires, que les succès, que les bons dossiers. Mais il faut savoir que derrière ces bons dossiers, il y a aussi des échecs. Il y a aussi des décisions négatives dont on parlera moins, dont on est moins fier, bien évidemment. Mais la justice, c'est jamais tout victoire, tout en notre faveur. Forcément, c'est la loterie. Ok, il y a des dossiers qui sont bons. Bon, ben on va les gagner, c'est normal. Il y a des dossiers qui sont mauvais. Bon, ben on va les perdre, c'est normal. Et puis il y a ceux qui sont mauvais et qu'on gagne, et ceux qui sont bons et qu'on perd. Voilà, il y a aussi cette loterie-là. Donc voilà, on a un peu de tout, c'est un panier garni aussi. C'est ça aussi qui fait que c'est un métier de challenge. Pour être un bon avocat, il faut aimer les challenges. C'est-à-dire que rien n'est jamais acquis. Il faut savoir que c'est toujours un combat, et un combat qui peut être long quand on sait que les recours peuvent mener en cour d'appel, en cour de cassation. Ne pas non plus baisser les bras derrière une défaite. Penser à un autre coup, à une issue de secours, à une solution d'après, à un SAV, service après-vente, en cas de condamnation. Moi, j'ai une devise. Par exemple, quand je suis condamné contre une banque. Je vous disais tout à l'heure, je suis le seul avocat en France à avoir fait condamner toutes les banques plusieurs fois. C'est vrai. Néanmoins, je perds aussi. Parfois je gagne, parfois je perds. Normal. Quand je perds, j'explique au client que c'est pas parce que je perds que j'ai perdu. Comment c'est possible? En effet, j'explique au client que tant que j'ai pas payé, j'ai pas perdu. J'ai beau avoir été condamné par un jugement, la justice m'a condamné, mais tant que j'ai pas payé, qu'est-ce que j'ai perdu? À moi d'organiser pour ne pas payer. Parce que c'est bien beau d'avoir eu un jugement. Les gens ne le savent pas suffisamment. Il faut le rappeler. C'est bien beau d'avoir un jugement, mais si on ne peut pas l'exécuter, notamment en raison de l'insolvabilité du débiteur, de celui qui doit, s'il ne peut pas, s'il n'a pas, on ne peut pas tondre un œuf. Comment je peux prendre de l'argent à quelqu'un qui n'en a pas? C'est pas possible. Et donc, mon métier aussi, lorsque j'ai des gens qui viennent me voir et qui doivent de l'argent, c'est d'organiser leur insolvabilité. Car, même si vous me diriez, et vous aurez raison, mais maître, organiser l'insolvabilité, c'est illégal, c'est frauduleux, mais vous avez raison. Et alors, maître, comment vous faites? Ah ben c'est simple, je fais. Je fais en fonction des intérêts. Mon but, c'est de ne pas payer. Je fais en sorte qu'on ne me prenne rien. Et de toutes les façons, mes créanciers ne vont jamais déposer plainte contre moi. Pourquoi? Parce que le délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité, si je dépose plainte, ça va mener à quoi? À rien. Pas parce que la plainte ne sera pas poursuivie. Disons qu'elle le soit. Mais à la fin, il y aura un jugement. Et à part une condamnation pénale qui me condamne davantage, ça ne va pas faire naître d'argent. Donc, toutes ces années, tous ces frais, tout cet espoir, vain, dans une procédure pénale qui ne mènera à rien.
Donc, organiser l'insolvabilité quand on est avocat, bah, c'est aussi ça notre métier. Donc, on voit que les lois, bah, on les adapte, on les applique, on joue avec, en fonction des intérêts du client. Et c'est ça, finalement, aussi, qui est passionnant. Jouer avec les textes, repousser les limites en fonction des stratégies, indépendamment du risque que l'on calcule. C'est un risque calculé. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui... parce que j'imagine que certains vont trouver ça génial, ça va même les inspirer, et d'autres vont se dire que c'est vraiment pas juste. Surtout des gens qui ont travaillé toute leur vie, qui ont pas beaucoup d'argent, et qui, ou pire même, se sont fait escroquer ou quoi que ce soit. Ils voient des gens riches qui du coup peuvent choisir des très bons avocats qui les font acquitter alors qu'ils sont coupables et qui du coup se disent que vous participez finalement à ce jeu. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Bon, il est trop facile de jeter la pierre, de condamner, de juger. Quand on est avocat aussi, on ne juge pas. On ne juge pas les gens. On est là pour les défendre, mais on apprend à ne pas juger. On peut avoir des préjugés, on peut avoir une opinion, ses idées, son avis. Mais on ne juge pas les gens sur ce qu'ils ont fait. Vous comprenez que c'est antinomique avec la mission de l'avocat. Si on jugeait les gens et qu'on condamnait ce qu'ils avaient fait, on ne pourrait pas les défendre correctement. Donc, en effet, on apprend à ne pas juger et on apprend à mettre nos préjugés de côté. Et c'est ce qui fait, en effet, que certains avocats, dans cet exercice d'abnégation d'eux-mêmes, dans une moralité ou une immoralité extrême, oublient toute règle et défendent l'indéfendable, défendent des gens qui ont violé, tué, commis des crimes, commis des meurtres, commis des actes, des infractions très graves. On peut défendre tout le monde, mais après, chacun a ses limites, encore une fois. Chacun a ses limites, et il y a des curseurs. Moi, je n'ai refusé qu'une seule fois de défendre un client. Vous pouvez en parler ? Alors, je peux en parler, j'ai refusé de le défendre, oui. En parler, c'est difficile, mais la seule limite pour moi, c'est lorsque je pense que je ne serai pas capable de défendre le client correctement. Pour que je ne puisse pas être d'accord pour défendre un client, parce que je choisis aussi quelque part mes clients, d'une certaine manière. Je suis libre de choisir. Monsieur, madame, je ne peux pas vous défendre. J'ai ma liberté de penser. J'ai ma clause de conscience qui me permet de dire non. Je l'ai usé qu'une fois lorsqu'un client est venu me voir en me disant « Maître, voilà, c'est simple, on a cherché dans ma société un candidat pour un poste de marketing digital et j'ai posté sur un site spécialisé dans les annonces de marketing digital la recherche d'un candidat. » J'ai recherché un candidat et on avait fait une blague en interne. On a mis une annonce, on a mis une blague en interne pour rigoler. On a mis qu'on recherchait quelqu'un qui n'était pas juif. C'était une blague entre nous. Ils l'ont marqué dans l'annonce. Entre eux, dans la blague en interne, ils avaient mis pas juif. Et le problème, c'est que la blague en interne, ils l'ont mis en public sur Internet. Donc la journée même, ça a fait le buzz. Cette société spécialisée en digital, en communication digitale, numérique, recherche quelqu'un qui n'est pas juif. SOS Racisme a déposé plainte. Et le gars vient me voir. Et il me raconte, mais voilà, on a fait une blague. Et on s'est pas rendu compte, on a mis la blague en ligne. Et il veut que je le défende, suite à la plainte des SOS Racisme. Et je l'ai regardé et je lui ai dit non. Je peux pas défendre votre cas parce que ça consisterait à ce que je dise que c'était simplement une blague, une mauvaise blague. Et donc, que c'était pas de la discrimination. Ben, je peux pas te dire ça. Je pourrais jamais le plaider quand je pense que c'est de la discrimination. Et que ça atteint la limite du possible pour moi. Dans ce cas-là, de considérer qu'on peut rigoler, faire des blagues sur ça.
On était bien avant le 7 octobre. Bien avant. Ça remonte aux années 2010, 2014, 2015. Donc vous voyez que ça remonte très loin. Mais déjà, je trouvais que c'était de mauvais goût. Et compte tenu que je trouvais que la blague était de mauvais goût, je me suis pas senti de le plaider et de l'aider. Et donc, je lui ai recommandé d'aller voir quelqu'un d'autre. Et il l'a bien pris ou pas? Il a compris, il m'a dit merci, il m'a remercié de mon honnêteté. Je lui ai expliqué pourquoi. Il l'a compris. Évidemment, il l'a compris. Et il a compris pourquoi je m'étais refusé à lui. C'est intéressant. Est-ce qu'il y a un client que vous auriez aimé défendre, Oui. ou une affaire sur laquelle vous auriez aimé travailler? Il y a plein d'affaires. Kerviel, par exemple. L'affaire Kerviel était un dossier que je trouvais intéressant, passionnant, médiatisé, avec des enjeux financiers importants, avec des responsabilités en cascade. C'est quoi l'affaire Kerviel? Comment? C'est quoi cette affaire? L'affaire Kerviel, en effet, c'est une affaire qui s'est déroulée il y a quelques années en France, où un broker de la Société Générale avait fait l'objet d'une procédure de licenciement pour avoir fait perdre trop d'argent à la banque. En effet, on lui reprochait d'avoir trop acheté, mal vendu, mal acheté, etc. Et du coup, même ils lui ont fait une procédure pénale pour le condamner, pour qu'il soit condamné même à payer les dommages des millions d'euros à la Société Générale. Cette affaire était passionnante parce que beaucoup ont pensé que Kerviel ne pouvait pas être responsable, ne pouvait endosser quelque responsabilité que ce soit, car il aurait dû y avoir des filtres, des contrôles, et qui, si ils avaient existé, auraient permis que ces infractions, si elles avaient été bien de sa responsabilité, n'auraient pas été commises. Donc il y avait finalement, je pense, dans l'enquête, dans l'instruction pénale, plein de choses intéressantes à travailler. La banque a gagné. La banque a gagné. Kerviel a été licencié. Bon, voilà. Donc les choses sont passées. Mais je pense que ça aurait été un dossier intéressant à travailler, intéressant à plaider, avec beaucoup d'enjeux. Voilà, c'était un très beau dossier. Ensuite, bon, il y a un dossier à l'international. Madoff, défendre un escroc comme Madoff. Madoff, pour mémoire, et c'est l'escroc du siècle. C'est l'escroc qui a escroqué toutes les fortunes américaines où, pour rentrer dans son fonds d'investissement, il fallait au moins avoir 1 million d'euros. Et en effet, Madoff avait pour particularité d'être quelqu'un de très célèbre puisqu'il était le président de l'autorité américaine boursière pendant des années. Et donc, en effet, quand il a eu son fonds d'investissement, les gens lui confiaient leur argent, car il y avait des rentabilités très intéressantes. On vendait du plus de 10% de rentabilité. Donc vous pensez que toutes les riches fortunes américaines se sont pressées pour investir leurs millions dans le fonds de Madoff. Le problème, c'est que le fonds de Madoff était une pyramide de Ponzi. Une pyramide de Ponzi, je vous le rappelle, c'est on prend de l'argent à ceux qui viennent d'entrer, au dernier entrant, pour le donner aux premiers sortants. Ceux qui veulent sortir sont payés par ceux qui viennent d'arriver. Et ainsi, on a une sorte de pyramide qui est construite et qui fait que tout devient finalement fictif lorsque l'argent, entre-temps, disparaît. Et c'est ce qui s'est passé. Il s'est suicidé en prison. Son fils aussi a été emprisonné. Il avait même 2 sociétés, une licite à un étage, une illicite à un autre étage. Il y avait des enquêtes de journalistes qui étaient parues dans la presse déjà des années auparavant, avant que l'affaire éclate au grand jour. Tout le monde en a eu que faire et les plus grandes banques de la planète vendaient le fonds Madoff comme un fonds par lequel les gens allaient gagner beaucoup d'argent, dont l'Union des banques suisses, UBS, vendait Madoff comme l'investissement sur lequel il fallait être. Et toutes les personnes de la Terre, fortunées, il fallait au moins avoir plusieurs millions pour rentrer. Et c'était pour eux, quelque part, un gage de crédibilité, de sérieux, de rentrer dans un cercle, quelque part, de privilégiés. Et c'est comme ça que des personnes ont perdu des dizaines de millions d'euros, des fortunes.
Des clients qui avaient de l'argent à dizaines de millions d'euros étaient allés voir même des banquiers pour leur dire « Tout ce que j'ai, je vous le donne en garantie, mais je veux avoir 110% de ce que j'ai. » Les banques ont dit oui. Et ils ont tout mis chez Madoff, ça rapportait tellement d'argent. Le problème, c'est que quand Madoff est apparu, ils se sont trouvés dépourvus de tout. Ça se voit que vous êtes vraiment passionné par votre métier. Quand est-ce que vous avez eu le déclic, que vous avez dit je veux être avocat? J'ai jamais eu de déclic. Ok. J'ai jamais eu de déclic parce que à l'époque, je n'avais pas confiance en ma capacité à pouvoir devenir avocat. C'est-à-dire que certaines personnes se pensent capables. Ils réussissent à l'école, ils ont des bonnes notes, c'est facile pour eux. Ils ont même des facilités de mémorisation. Ils n'ont jamais eu de mauvaises notes, ils n'ont jamais redoublé. Moi, ça n'a pas été mon cas. Moi, il a fallu redoubler. À l'école, au collège et au lycée. Il a fallu travailler davantage. À l'université aussi. Mes amis travaillaient beaucoup moins que moi et réussissaient davantage, avaient de meilleures notes. Mes amis ont passé le concours d'avocat avant moi. Il m'a fallu avoir plus de diplômes. Donc, devenir avocat, c'était pas inné. C'était pas gagné. C'était pas prédit. Si on m'avait dit, quand j'étais collégien, lycéen, étudiant, qu'un jour je deviendrais avocat, j'en aurais pleuré de joie. J'ai éprouvé beaucoup de plaisir dans les études. Ça a été quand même très long. Ça a été quand même très dur. Il a fallu faire des mémoires. Il a fallu faire des partiels. Il a fallu aller aux amphis, au TD, à la Bibli. Des heures, des nuits. Mais le travail paye. Le seul secret, c'est le travail. Tôt ou tard, il finit par payer. Ce n'est pas le départ qui compte, c'est l'arrivée. C'est surprenant parce que du coup, quand on vous voit, on a vraiment l'impression que vous étiez un élève brillant. Non, c'est que du travail. Il n'y a aucun talent. Si moi j'ai réussi, c'est que tout le monde peut y arriver. Tout le monde peut devenir avocat, vous pensez? Tout le monde peut devenir avocat, tout le monde peut y arriver. C'est-à-dire pas juste avoir des diplômes, un métier. Exceller dans son métier. Gagner sa vie grâce à son métier. Qui fait que son métier ne soit plus simplement un travail, mais un plaisir. Parce que quand on est bien payé pour ce qu'on fait, je peux vous dire que se lever à 4 heures le matin ou se coucher à 3 heures la nuit, c'est pas grave. C'est pas grave, on est payé pour ça. Ça fait tout passer. Faire des kilomètres, des miles, plaider pour un tel ou pour une telle, peu importe. C'est notre métier. Tout passe. Il n'y a aucune difficulté. C'est notre mission et en plus on est bien payé. Et oui, les avocats sont bien payés. C'est connu, non? Est-ce que c'est vrai? On peut en parler. On peut en parler. C'est le moment. Sans transition, les avocats sont-ils bien payés? C'est vrai et c'est faux. D'abord, il est injuste que les justiciables payent 20% de TVA pour se défendre. C'est qui les justiciables? Vous Ok. et moi. Quand on fait appel à la justice, on est un justiciable. Quand on est une partie dans un procès, qu'on fait appel à un avocat, on paye des honoraires. Et dans les honoraires, il y a 20% qui est payé à l'avocat, qui revient à l'État. Il est injuste que les justiciables donnent 20% des honoraires de l'avocat, qu'il reverse lui-même à l'État. Déjà, ça, c'est une injustice. Il y a beaucoup de charges, telles que des cotisations ordinales,
qui comprennent la retraite et l'assurance responsabilité jusqu'à 2 millions et quelques de sinistres si on met en jeu notre responsabilité professionnelle, si on commet une faute. Il y a bien sûr l'impôt sur le revenu, 30 et quelques %. Il y a les frais qui sont nécessaires pour être avocat. Il faut avoir un téléphone portable, il faut avoir un ordinateur, il faut avoir idéalement même un bureau, une salle de réunion pour recevoir les clients. Il y a beaucoup de frais. Et à la fin, il nous reste 20%. Donc est-ce qu'un avocat gagne beaucoup? Oui, il gagne beaucoup. Mais il ne lui en reste que très peu à la fin. Et il y a des avocats qui sont chanceux, qui travaillent dans des cabinets anglo-américains, qui ont la facilité d'avoir accès à des clients prestigieux, des grosses sociétés, des marchés boursiers, qui viennent de l'étranger, parce que ce sont des cabinets anglo-américains. Il est plus facile de facturer à Meta, à Google, à Coca-Cola, qu'à madame un tel ou monsieur un tel. Évidemment. Ceux-là gagnent beaucoup d'argent. C'est comme au football, il y a la première division. Il y a ces avocats qui, dans leur métier, en divorce, en pénal, en droit immobilier, en fiscal, en droit du travail, ils sont tellement bons. Le bouche à oreille fonctionne bien. Ils ont bien communiqué aussi, peut-être. Ils ont leur manière de gagner une clientèle. Et on comprend qu'ils gagnent bien leur vie. C'est facile en tant qu'avocat, quand on a des clients, de pouvoir bien gagner sa vie. C'est un bon métier. Le revenu moyen des avocats en France, c'est environ 3 800 €, quelque chose comme ça. Bon, c'est toujours ça. Après beaucoup d'années d'études, vous me direz c'est peu. Néanmoins, c'est au début. C'est au début. Parce qu'avec le temps, normalement, on augmente ses revenus. On apprend. Au début, j'aime à dire, on se prostitue. On croit qu'il faut faire pas cher pour avoir des clients. Donc c'est vrai, on commence avec des honoraires qui sont pas chers, des forfaits. Symboliques par rapport au temps. Ou au temps passé aussi. Mais symbolique par rapport au temps à accomplir, aux heures, à ce qui reste. 150 € de l'heure ou à 200 €. Ça peut paraître beaucoup, mais il reste que 20% sur 200. C'est peu. 40 €. Donc bon. Et vous avez jamais voulu travailler dans un cabinet anglo-américain? Alors, j'ai travaillé dans un cabinet anglo-américain. J'ai travaillé dans plusieurs cabinets. Des grands, des petits, et j'ai choisi. En fait, que l'on soit dans un petit cabinet ou dans un grand cabinet, la différence, cela peut être bien sûr la complexité de certains dossiers. Je parle de certains montages de droit des sociétés ou en droit pénal. Donc évidemment, cela, on y aura plus accès dans les gros cabinets d'affaires. Qu'ils soient français ou anglo-américains, ne change strictement rien. Dans les petits cabinets, on aura plus des petits dossiers finalement. Mais ce sera aussi plus diversifié. Ce sera moins... Vous serez moins le gras de papier aussi. Dans les grands cabinets, c'est souvent l'associé qui tire la gloire, les profits, le fruit de votre travail. Vous n'êtes qu'un exécutant. Dans les petits cabinets, vous avez plus de responsabilités, vous êtes plus mis en avant. Donc, dans un grand cabinet, on est mieux payé. Mais on doit faire plus d'heures. On a une obligation d'heures facturées, facturables et facturées. Donc, ça suppose que la nuit et le week-end, on travaille pour pouvoir arriver à ce quota obligatoire. Sinon, c'est mal vu, on est mis à la porte. On peut être mis à la porte tout de suite. On est tous libéraux en tant qu'avocat, en tant que collaborateur. Il n'y a pas de relation salariale. C'est une relation libérale, collaborateur libéral. Donc notre associé, c'est-à-dire celui qui est notre patron, qu'on appelle l'associé du cabinet, on n'est pas associé avec lui, on n'est que son collaborateur, peut nous mettre à la porte. En respectant certes un délai de préavis très court, mais on peut, ad notam, sur un coup de tête, mettre un terme à la relation avec le collaborateur. Donc si on ne rentre pas nos heures, notre patron peut rapidement nous dire on va te remplacer. Donc vous voyez que, certes, on est très bien payé, on peut gagner beaucoup plus, le double même. Mais
c'est au détriment, et là on peut parler d'une question, est-ce qu'on a le droit à une vie privée quand on est avocat? Est-ce qu'on a une vie privée quand on est avocat? Tout dépend le curseur là où vous le mettez. Heureusement qu'on a une vie privée. Heureusement. Alors certains, évidemment, passent beaucoup de temps au cabinet, on passe des heures au travail. Mais il n'en demeure pas moins que notre vie privée est une soupape, est de l'oxygène, est une bouffée d'air qui nous permet d'encaisser tous les jets qu'on doit encaisser. Les drames que l'on vit ou dont on nous fait part. Les difficultés, le stress, l'angoisse, la peur, les craintes. Il y a beaucoup de tensions. Donc il faut avoir justement ces moments de loisirs, de plaisir avec la famille, avec les amis, avec soi, pour décompresser. C'est un marathon, avocat. Il ne faut pas juste courir vite dès le début et puis après être essoufflé en cours de route. C'est un marathon où il faut savoir que les avocats sont enterrés avec leur robe. Ils ne prennent pas leur retraite. C'est la raison pour laquelle la caisse de retraite des avocats est excédentaire. On ne prend pas notre retraite. C'est la seule qui est pas vide. C'est pour ça qu'on veut la mettre avec les autres, pour remplir les autres. C'est pour ça que les avocats ont manifesté en robe dans la rue. On les voit jamais en robe manifester, les avocats. Moi-même, j'ai manifesté. C'est injuste. Pourquoi la nôtre qui est excédentaire, on va la donner aux autres qui n'ont pas cotisé? C'est une injustice. Mais on donne à ceux qui n'ont pas et on prend à ceux qui ont. Bon, c'est comme ça. Voilà la retraite des avocats. On ne prend pas notre retraite. C'est un métier qui nous fait vivre, qui nous fait survivre. Il y a des vieux avocats. Moi, quand j'ai commencé, j'avais encore des avocats qui n'avaient même pas d'email sur leur numéro de téléphone. Il n'y avait même pas le 01. Ils envoyaient que des fax. Vous ne connaissez même pas le fax, mais on communiquait que par fax au début. Les conclusions, les pièces, on pouvait recevoir, on pouvait pourrir. Je me souviens que j'ai commencé, il y avait quelque chose qui m'éclatait. C'était d'envoyer par fax ce qu'on appelait une télécopie, mes pièces. Vous savez, les pièces qu'on envoie dans une procédure, on envoie des pièces. Et parfois, dans des procédures, dans des dossiers, on peut avoir des dizaines de pièces. Vous imaginez recevoir dans votre fax 100 pages comme ça, de pièces, mais ça vous pourrit votre papier, ça vous pourrit votre encre. Avec un peu de chance, vous faites en sorte que le fax de l'adversaire, il soit KO, il ne reçoit plus rien. Et moi, je dois vous avouer quelque chose, j'aime bien embêter. J'aime bien embêter. Quand j'étais petit, j'aimais bien faire des bêtises. Mais gentil, hein, j'ai jamais été délinquant, j'ai pas de casier judiciaire. Mais j'aime bien embêter. Je suis un peu, voilà, je suis comme ça. Et le métier d'avocat me permet d'embêter en toute légalité. Vous voyez ce que je veux dire? Et la télécopie, c'est quelque chose qui m'éclatait à l'époque, le fax, d'envoyer 100 pages comme ça par fax à quelqu'un et lui pourrir son fax. J'adorais ça. Je trouvais ça ridicule, mais j'adorais ça. C'est super intéressant, mais on va devoir conclure. J'ai une dernière question Déjà, pour vous. on a à peine commencé, on n'a pas répondu à toutes les questions. Est-ce que vous comptez faire ça toute votre vie, avocat? C'est vrai qu'au début, le métier d'avocat, je trouve qu'il a changé. Je trouve qu'il a changé. Je trouve qu'il y a de plus en plus une perte de confiance dans la justice. Et c'est vrai que la justice, malheureusement, n'est pas suffisamment au rendez-vous. Je pense à la justice familiale, au placement abusif des enfants, à l'internement psychiatrique abusif, sous contrainte, aux décisions de droit pénal d'innocents qu'on condamne comme s'ils étaient coupables, de décisions de droit bancaire qui met une épée de Damoclès ad vitam aeternam sur la tête de personnes parce qu'ils doivent de l'argent à une banque, par exemple, alors qu'ils ne devraient pas le devoir parce que c'est disproportionné. Je pense par exemple à ce couple pour qui j'ai gagné pour l'épouse et j'ai pas gagné pour l'époux. Pourquoi j'ai pas gagné pour l'époux? Ce sera pas possible de me l'expliquer. Nul ne pourra m'expliquer pourquoi je gagne pour l'une et je gagne pas pour l'autre, quand l'autre a encore moins que l'une. Donc vous voyez que les injustices sont dans toutes les matières, finalement. Il n'y a pas que le droit pénal. Il n'y a pas que le juge des affaires familiales où il y a des injustices. Les injustices sont à tous les étages, ce qui explique le manque de confiance dans la justice.
Et je vous avoue que je n'ai pas perdu espoir, que ma mission, je m'en sens toujours investi. J'ai toujours la volonté de faire du mieux que je peux. Mais c'est vrai que j'ai mis plus d'eau dans mon vin aujourd'hui pour, de manière transparente et honnête vis-à-vis de mes clients, faire part du doute qui m'habite lorsqu'on me saisit d'un dossier et qu'on me pose toujours la même question. Quelles sont mes chances? Il faudrait qu'un nuage s'entr'ouvre et qu'une lumière apparaisse pour qu'un ange descende et me dire alors quelle est la chance du client. Mais vous le savez, il n'y a pas de nuage qui va s'ouvrir. Il n'y a pas d'ange ni de lumière qui vont arriver. Il n'y a personne qui vont pouvoir me répondre en réalité dans tous mes dossiers. Quel est véritablement vos souhaits? La chance de gagner un dossier. Je suis pas devin. J'aimerais être devin. Voilà, ce que j'aimerais être dans la vie, c'est devin. Ouais, ça serait bien. Ouais. Donc aujourd'hui, le métier d'avocat, j'ai moins l'image positive que j'en avais au début. D'accord. Les clients aussi. Avant, il y avait quelque part une sorte de respect. Alors, les avocats imposaient une sorte de manière très condescendante, imposaient une certaine distance entre eux et leurs clients. Il fallait les appeler maîtres. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est plus le cas? Bon, moi, on m'appelle monsieur, ça me va aussi. Hein. Bon, quand on m'appelle Anthony, je commence à sentir venir l'érotomanie. Mais il n'y a plus de respect. OK? Les avocats, aujourd'hui... Avant, c'était une profession noble, respectée. Il fallait faire de longues études, comme le médecin. C'est quelqu'un que l'on respecte, qui a une parole, une stature. Et il doit avoir un certain comportement, en toute situation d'ailleurs. On a une déontologie, mais elle est en permanence présente. On doit... digne, exempt de tout reproche, en toute situation. Donc, ça nécessite aussi une certaine moralité, une certaine humanité, et ça fait partie de nos principes. L'humanisme, la probité, je vous en parlais tout à l'heure, la probité, on a un devoir de probité vis-à-vis de nos clients. La probité, c'est l'obligation de loyauté absolue, extrême. C'est pas juste la loyauté, c'est la loyauté absolue, la probité. Et donc, on doit avoir vis-à-vis de son client une loyauté qui lui est absolue. C'est rare dans les relations entre les uns et les autres, dans les activités professionnelles, d'avoir une loyauté, cette notion de probité. Elle ne figure que pour cette activité. Et ça nous rappelle à nos obligations. Et aujourd'hui, finalement, peu importe que l'on soit avocat, les gens vous voient comme un prestataire de service, interchangeable, alors qu'en réalité, il y a un fort intuitu personae, c'est-à-dire relation de personne à personne. On choisit son avocat. On confie son dossier à son avocat parce que c'est cet avocat qu'on a choisi, parce qu'on est sûr que celui-là fera tout ce qui est en nos pouvoirs pour nous défendre. Donc il y a une relation véritablement intime, je vous l'ai dit, mais de personne à personne. C'est pas lui. Si c'est pas lui, c'est pas un autre, quoi. C'est lui. Et malheureusement, on est devenu des prestataires de services, comme je vous le disais, interchangeables, où les gens peuvent faire de l'avocature shopping. On choisit son avocat quand il nous plaît plus pour un oui, pour un non, parce qu'il veut pas faire ci, parce qu'il veut pas faire ça, parce que le client il comprend pas que c'est pas dans son intérêt. Voilà, il change d'avocat. Les gens peuvent changer beaucoup d'avocats. C'est un bien parfois, hein, changer d'avocat, lorsque l'avocat ne fait pas son travail correctement, ne communique pas, ne répond pas. Je ne dis que ce qu'on vient pas. Il faut changer de crèmerie. Mais lorsqu'il n'y a pas lieu, parfois, voilà. On est tombé un peu dans la consommation, finalement, quelque part, aujourd'hui, dans la relation avec l'avocat. On le garde pas... c'est pas un avocat de famille à qui on pourrait demander... quand on a des questions, des problèmes, avant que les problèmes arrivent, comme un peu à l'américaine. La relation, c'est pour
un point précis, c'est rare qu'on garde un avocat toute sa vie, comme on le faisait avant. Avant, les avocats, c'était l'avocat de famille, du début à la fin, c'était lui, et réglait tout. Aujourd'hui, non, pas du tout. On choisit son avocat pour telle ou telle matière, c'est très bien. Mais surtout, on change d'avocat parce qu'il ne nous convient plus, pour un oui, pour un non. Et il y a des clients qui peuvent changer comme ça de manière multiple. Et c'est une alerte, c'est un warning. Il faut savoir lire aussi son client lorsqu'il change trop d'avocat. C'est aussi une alerte. Ça veut dire que on n'est qu'un maillon de la chaîne. Et on se trompe pas. Hein. On intervient, on sait qu'on est un maillon de la chaîne. Il y en a eu 2, il y en a eu 3 avant. Ils n'ont pas convenu. C'est comme ça. Pour une raison ou pour une autre. On remet pas en question le choix de l'avocat du client. Il vient, il dit voilà, il me convient plus. Ok, très bien. Eh ben, j'espère que je vous conviendrai. Mais on sait que c'est qu'une question de temps. Qu'une question de chrono. On va sauter comme un popcorn à un moment donné parce qu'on aura dit oui, parce qu'on aura dit non, parce qu'on n'aura pas dit oui, parce qu'on n'aura pas dit non, parce qu'on n'aura pas fait ci, parce qu'on aura fait ça, ou parce qu'à un moment donné, la question des honoraires se posera. Parce que les clients ont beaucoup d'expectatives, beaucoup d'attentes, mais lorsqu'il s'agit aujourd'hui, dans une période de crise, de tension économique, pour beaucoup des justiciables, prendre un avocat coûte très cher. Et je reviens à votre question, en effet, en fonction des moyens que vous avez, vous pourrez vous payer le luxe d'un avocat qui va se donner les moyens de vous défendre correctement. Et si vous n'avez pas les moyens, si vous êtes à l'aide juridictionnelle, que l'avocat, pour quelques centaines d'euros, va pas se démener forcément. S'il n'est pas payé, il a d'autres clients qui vont le payer. Et à un moment donné, soit c'est du pro bono, on ne fait pas payer, c'est un choix, on le défend sans argent. Mais si la question de l'argent est importante, on ne défend pas le client. Moi, je n'ai pas le temps de faire de l'aide juridictionnelle, de défendre des gens juste pour quelques centaines d'euros. Si je les défends, c'est parce que j'ai fait le choix de les défendre et que la question d'argent n'est pas dans le débat. Je les défends gratuitement, pro bono, en latin, pour le bien. Et on peut le faire. Bien sûr, on peut le faire. Ou faire abstraction du côté financier. Mais souvent, les clients ont beaucoup d'attentes de la justice. Ils veulent vous faire travailler, vous faire des choses. Mais lorsqu'il s'agit de vous payer, et encore plus aujourd'hui, c'est difficile. Donc là aussi, le métier d'avocat, aujourd'hui, est devenu plus difficile que ce qu'il était auparavant pour bien gagner sa vie. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une tension financière sur le marché à cause de la crise économique qui est mondiale, qui n'est pas qu'en France. C'est les suites du Covid, que l'on paye et que l'on va payer pendant longtemps, je crains. Tout a augmenté. Donc les gens, naturellement, ont de moins en moins d'argent. Et le salaire, pour autant, n'a pas augmenté en conséquence. Et donc l'avocat, on comprend que c'est un budget important. Et c'est pas forcément celui dans lequel on comprend. On a envie de mettre le plus d'euros, de manière totalement compréhensible et légitime. Mais c'est tendu aussi pour les avocats. Beaucoup d'avocats ont des difficultés à joindre les deux bouts. On ne parle plus de ceux qui sont en première ligue, hein, dans les cabinets anglo-américains, qui ont la chance de gagner, pour certains, plusieurs millions d'euros de revenus par an. On parle de ceux pour qui, à l'extrême opposé, c'est difficile de joindre les deux bouts. Parce qu'ils ont choisi des domaines du droit, comme par exemple le droit des étrangers ou le droit de la famille. C'est très chronophage, c'est-à-dire que ça bouffe du temps, ça nécessite beaucoup de temps, mais c'est pas très rémunérateur. Sauf quand on a des gros divorces avec des grosses liquidations, avec des montants en jeu importants pour des gros clients, oui, mais c'est pas tous les jours. C'est pas sur ça que on va gagner, on va faire une carrière. Donc on comprend qu'il faut aussi choisir stratégiquement des domaines du droit, plusieurs domaines du droit. Je pense que la stratégie, c'est pas se cantonner à un domaine. La spécialisation, c'est bien, mais l'hyper-spécialisation, c'est bien aussi, mais faut avoir les clients qui sont là, et c'est pas toujours le cas. Je pense par exemple au droit de l'Internet. Quand je me suis installé, je pensais que le droit de l'Internet allait être un domaine du droit qui allait être porteur pour l'avenir, pour le futur. Néanmoins, j'ai constaté que si en effet ça permettait de gagner sa vie sur le droit de l'Internet, néanmoins le droit de l'Internet ne pouvait pas, en tant que tel, de manière exclusive, de monter un cabinet spécialisé dans le droit de l'Internet. Donc il faut choisir sa niche aussi quand on est avocat. On peut en avoir plusieurs. Et c'est ça que je recommande parce que souvent les dossiers sont pluridisciplinaires. Il faut avoir des compétences et des connaissances juridiques dans des domaines du droit différents. On ne peut pas être... je pense que c'est une erreur de trop se spécialiser. Ah, c'est intéressant ça de conseiller plusieurs spécialisations.
Super, bah merci beaucoup. C'était Merci vraiment à vous. un plaisir de plonger dans les coulisses de votre métier, de votre parcours. Merci à vous. Je vous remercie aussi d'avoir participé, c'était vraiment super intéressant. Et pour tous ceux qui ont regardé, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires s'il y a des questions que vous auriez aimé que Léa ou moi pose lors de cette interview podcast. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire en commentaire, on attend vos retours et peut-être pour un épisode 2 pour compléter s'il y a beaucoup de choses que vous auriez aimé découvrir. Et puis encore merci d'avoir participé Merci de votre invitation. à cet épisode et à bientôt. À bientôt.